Merci beaucoup. Bon, j'essaierai d'être pas trop long parce qu'avant la pause, vous avez sans doute envie de prendre quelques rafraîchissements. Merci aux organisatrices et aux organisateurs. Merci Sophia et Tan pour ce bel accueil très chaleureux et puis grand plaisir à m'adresser à des avocates et à des avocats. Alors, il a été beaucoup question d'Eros au cours de ces deux premières interventions. Alors, ça me donne une accroche toute trouvée ici puisque je voudrais citer la philosophe Laurence Parisot pour qui le travail, c'est l'amour, le travail comme l'amour doit être précaire. C'est peut-être oublier qu'on ne se lie pas à l'être aimé pour des raisons de dépendance économique. On peut rester avec lui pour des raisons de dépendance économique, mais initialement, on peut postuler ici au moins une certaine liberté de s'engager. Et quand Laurence Parisot nous dit que le travail comme l'amour est précaire, sans doute fait-elle référence, en tout cas ça sera moi mon point de vue, au contrat précaire. Et quitte à parler de contrat précaire, je commence par vous dire que je n'évoquerai pas ici toutes les hypothèses de contrats de prestation de services disruptifs à moto, à vélo, en legging et en juste au corps noire et verte, qui pourraient donner lieu à une requalification, mais ce n'est pas mon propos. Et je ne parle pas non plus de la grande précarité qui sévit dans le service public, où le statut du fonctionnaire est de plus en plus concurrencé par le recours à des contractuels, quand ils ont la chance, bien sûr, de ne pas être des vacataires payés en dessous du SMIC et 6 mois après l'accomplissement de leurs prestations. S'il y a parmi vous des avocats qui interviennent à l'université, vous savez à quel point l'institution vous traite bien de ce point de vue-là. Alors pour identifier les nouveaux contrats précaires, on pourrait tenter ici de faire une analogie entre le précaire et l'atypique. Le contrat précaire serait le contrat atypique. Facile, le contrat atypique, c'est tout ce qui n'est pas le contrat de droit commun du Code du travail, qui est le CDI à temps complet. De sorte que tout ce qui n'est pas un CDI à temps complet est un contrat atypique. Le contrat atypique est donc le contrat précaire. C'est séduisant, mais à mon avis, cette analogie entre atypique et précaire occulte le caractère protéiforme de la précarité. Il y a, à mon sens, une double dimension de la notion de précarité ici. La première, si on se réfère à la définition de ce qu'est la précarité, on nous dit c'est une situation dont on ne peut garantir la durée, la solidité, la stabilité, on comprend la référence à l'amour de Laurence Parisot, et qui, à chaque instant, peut être remis en cause. Alors au plan juridique, cette notion de précarité, elle peut renvoyer tout autant à l'instabilité du contrat, une sorte de précarité dans l'espace, qu'à l'incertitude qui entoure la durée du contrat. Ici, ce serait plutôt la dimension temporelle de la précarité qui aurait donc ici une dimension spatio-temporelle. S'agissant de l'instabilité du contenu, on peut ici avoir l'idée d'associer la précarité à l'intensité des changements auxquels sont confrontés les salariés. Et à cet égard, les contrats précaires seraient les contrats dont l'ADN est marqué par la prise en compte d'une fluctuation de l'activité. On pourra ici parler du CDI intérimaire, du CDI intermittent ou du contrat de travail à temps partiel annualisé. Ici, la précarité contredit un idéal de stabilité du contenu de la relation contractuelle, stabilité qui permet d'avoir une articulation correcte entre, par exemple, la vie personnelle et la vie professionnelle. Sous une seconde dimension, ici, la précarité, elle va tenir à l'incertitude qui entoure la durée du travail. Et le salarié ignore finalement à quel moment le contrat prendra fin et si celui-ci se poursuivra au-delà du terme convenu. Un peu comme une histoire d'amour de vacances dont on ne sait si elle se prolongera à l'issue des congés. La précarité, double dimension, c'est également une notion à relativiser, car au-delà de son caractère protéiforme, l'idée que le CDI serait un marqueur de stabilité et que le CDD serait au contraire le synonyme de précarité, elle doit être relativisée. Le CDI, qui est souvent perçu ici dans l'opinion publique comme la promesse d'une relation durable, en réalité, il faut bien voir qu'il peut être rompu à tout moment et pour des motifs infiniment plus variés qu'un contrat à durée déterminée. Ce n'est pas par hasard si McDonald's emploie 80% des contrats étudiants sous le régime du contrat à durée indéterminée. Ce n'est pas uniquement par goût pour la pérennité contractuelle et par hostilité à l'égard du contrat à durée déterminée. Et à l'inverse, il est des CDD pour lesquels, finalement, on considère qu'il n'y a rien de précaire. J'en veux pour preuve le fait que la prime de précarité est exclue pour les CDD saisonniers ou pour le contrat conclu, je cite le Code du travail, avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires, un jeune étudiant, quid ici du vieil étudiant, est-ce qu'il a droit ou pas à la prime de précarité ? Une fois qu'on a dit cela, quels sont ces nouveaux contrats précaires ? La nouveauté, elle peut être appréhendée de deux manières. La première, qu'on connaît très bien en droit du travail, qui consiste à renouveler des cadres anciens et à faire finalement du neuf avec du vieux, comme lorsqu'on on nous assène qu'un droit du travail plus flexible, avec des indemnités plafonnées, permettrait de créer 1 million d'emplois. Évidemment, on sait que ça a très bien marché. Donc la première idée ici de la nouveauté, ça serait de renouveler les cadres anciens. Et l'autre forme de nouveauté, ici, plus audacieuse,
conduirait à envisager des formes inédites de précarité. C'est un peu les deux temps que j'ai décidé de retenir ici. Le premier, ce serait celui de la précarité nouvelle au sens d'un renouvellement des cadres anciens, qui va se traduire par un assouplissement du recours au CDD. Je dis au CDD ici au pluriel. S'agissant des formes inédites ici, elles caractérisent davantage un brouillard des frontières et surtout un brouillage du contour du contenu des CDI, un brouillage de la catégorie du contrat de travail à durée déterminée. Donc ici, assouplissement du recours au CDD, brouillage des contours du CDI, ce sont les deux temps de mon intervention. Concernant cet assouplissement du recours au contrat à terme, au CDD, il est le fruit d'un recul de la loi face à la négociation collective. Le phénomène n'est pas nouveau, vous le connaissez, ça fait très longtemps par exemple qu'un accord de branche étendu peut identifier les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI. Vous avez reconnu ici le terrain du CDD d'usage. De la même manière, un accord collectif peut réduire le montant de l'indemnité de précarité. La nouveauté, elle a été introduite par les ordonnances Macron de 2017 qui ne font finalement que prolonger un mouvement qui, lui, n'a rien d'inédit. Et en ce sens, les ordonnances vont permettre à un accord de branche étendu d'assouplir à la fois la durée maximale du CDD et les conditions de renouvellement du CDD. Voilà où se situe la nouveauté au sens d'un renouvellement des cadres anciens ou des mécanismes anciens. Concernant l'aménagement de la durée maximale des contrats à durée déterminée, on retrouve ici l'illustration d'un code du travail à 3 étages avec des règles d'ordre public, qu'on va qualifier d'absolu, auxquelles on ne peut pas déroger, sur lesquelles il n'est pas possible de négocier, le champ ouvert à la négociation, 2e étage, et 3e étage, le prêt-à-porter législatif lorsque le sur-mesure conventionnel n'a pas été négocié. En matière ici de durée maximale, auparavant les choses étaient simples, la loi fixait la durée maximale du CDD. Désormais, les choses sont différentes puisque le Code du travail va prévoir que la durée maximale sera fixée par une convention de branche étendue. Et ce n'est qu'en l'absence de convention de branche étendue, bien sûr, l'accord de branche doit respecter le fait que le CDD ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous cette réserve, qui est l'ordre public, un accord de branche peut donc prévoir un nombre de renouvellements, une durée maximale du CDD bien plus élevée que ce que prévoit la loi. S'il n'y a pas d'accord de branche, eh bien ici on retrouvera les durées maximales qui, par principe, durée maximale de 18 mois pour les contrats à durée déterminée, renouvellement compris, avec des exceptions, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors par exemple à la hausse, lorsque le CDD est exécuté à l'étranger, et durée maximale à la baisse, lorsque le CDD ici précède le recrutement d'un salarié sous le régime du CDI. En comparaison avec ce qui se passait avant les ordonnances Macron, on voit ici que l'ouverture du champ accordé à la négociation collective pour déterminer la durée maximale des CDD, finalement, traduit un assouplissement du cadre légal et donc une faculté d'être maintenu pendant plus longtemps qu'auparavant sous le régime de la précarité, si tant est qu'on le considère que le CDD est précaire, puisque maintenant tout vaut mieux qu'être au chômage, donc finalement n'importe quel contrat de travail ferait l'affaire. Si on regarde les textes d'un peu plus près, on se rend compte d'une chose aussi, c'est que lorsque la loi fixe une durée maximale du CDD, elle intègre le nombre de renouvellements. Alors que lorsqu'on regarde les dispositions qui concernent la durée maximale fixée par convention ou accord collectif, il n'est absolument pas question ici de prendre en compte, en tout cas aucune obligation n'est faite ici à l'accord, d'intégrer la durée des avenants de renouvellement dans le décompte de la durée totale du CDD. Ça veut donc dire que lorsque la durée maximale est fixée par CDD, non seulement elle peut être plus élevée que la loi, mais en plus elle n'est pas obligée de tenir compte des durées de renouvellement. Évidemment, toujours la réserve que l'emploi ne participe pas au fonctionnement durable et permanent et normal de l'entreprise. Mais bien sûr, pour cela, il faut faire un contentieux. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contentieux qu'il n'y a pas derrière des litiges, le contentieux n'étant jamais que la partie émergée d'un iceberg de mécontentement. Il ne suffit pas ensuite de durcir les conditions d'accès au prud'homme pour dire « regardez, il n'y a pas de contentieux, tout va bien ». Ça revient à casser le thermomètre pour faire baisser la température. Autre hypothèse ici qui peut poser des difficultés, je vous ai dit, c'est l'accord de branche qui fixe la durée maximale du CDD. On est ici en présence d'une thématique qui relève du bloc 1, c'est-à-dire les hypothèses sur lesquelles l'accord de branche donne le là, mais, rappelez-vous, sous réserve de dispositions au moins équivalentes fixées par accord d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ici, une disposition au moins équivalente s'agissant de la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée? Est-ce qu'un accord d'entreprise qui viendrait limiter la durée maximale serait vu comme au moins équivalent en ce que c'est plus favorable pour le salarié de ne pas être soumis trop longtemps au CDD?
Ou est-ce qu'au contraire, on considère que finalement un CDD, c'est mieux que rien, un contrat, c'est mieux que pas de contrat du tout, et dans ce cas-là, un accord d'entreprise qui viendrait augmenter la durée maximale par rapport à l'accord de branche serait jugé comme instaurant une disposition au moins équivalente, parce que au moins vous pourrez garder votre emploi, fût-il en CDD. Deuxième illustration ici de cet assouplissement du recours au CDD, il va concerner ici la fixation du nombre maximum de renouvellement. Avant 2017, les choses étaient simples, peut-être pas pour Myriam El Khomri qui avait du mal parfois à compter jusqu'à 3, mais le nombre de renouvellements était simple, c'était 2. Donc je conclus une fois, je renouvelle une fois et je renouvelle une autre fois, maximum 3. Désormais, les choses ont changé puisque c'est la convention de branche étendue qui fixera le nombre de renouvellements maximum. Vous pouvez avoir donc 3, 4, 5, 6, 20, 30 renouvellements maximum. Évidemment, bien sûr, toujours la réserve que cela ne revienne pas ici à permettre d'occuper sous le CDD un emploi qui relève du fonctionnement normal et durable de l'entreprise. Néanmoins, il est donc tout à fait possible ici d'avoir des renouvellements très importants de CDD d'une durée très courte. Je peux renouveler 30 fois des CDD de 2 jours, puisqu'on considérera que ça ne fait peut-être pas partie ici du fonctionnement normal et permanent de l'entreprise. Cette hypothèse de renouveler le CDD, on sait que si elle n'est pas fixée par accord de branche, c'est la loi qui va ensuite prendre la main. Et si la loi s'applique, le nombre de renouvellements maximum, on le connaît, il est fixé à 2. Sauf que la loi prévoit également des hypothèses dans lesquelles on peut déroger à ce nombre maximum de renouvellements. Des hypothèses classiques ici, et notamment une hypothèse qui concerne le remplacement du salarié qui est absent. Mais ce remplacement, il va connaître un certain nombre d'assouplissements, à la fois par, disons, la décision du pouvoir législatif et aussi au regard de l'inflexion de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. S'agissant du pouvoir législatif, ici, souvenez-vous, parce qu'il risque peut-être de revenir, de ce CDD multi-remplacement qui avait été instauré à titre expérimental pour une durée de 2 ans, mais comme il a fallu attendre 1 an pour que les décrets d'application paraissent, on s'est dit que peut-être on allait repousser ça à 2023 par une loi qui finalement a été abandonnée. Mais j'ai entendu récemment, dans les débats sur le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail, M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a manifesté le souhait ici de réactiver le recours au CDD multi-remplacement. Donc soyez attentives et attentifs, puisque dans les secteurs qui auparavant pouvaient recourir à ce CDD multi-remplacement, qui sont fixés par décret, on pourrait peut-être voir rejaillir cette forme de contrat précaire. Donc ici, un assouplissement du recours au CDD pour remplacer avec le CDD multi-remplacement, assouplissement d'origine légale. Cet assouplissement, il peut aussi, je le disais, être le produit de l'inflexion de la jurisprudence de la Chambre sociale. La Chambre sociale avait tenu compte aussi de cette possibilité de recourir à des remplacements fréquents de salariés sous le régime du CDD et bien sûr de déroger ici au nombre maximum de nos renouvellements. Mais la Chambre sociale de la Cour de cassation avait néanmoins instauré une limite. Et elle avait ici considéré que l'employeur ne peut recourir de façon systématique au CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre. Si vous avez structurellement toujours besoin de quelqu'un pour remplacer les absents qu'il y a dans votre entreprise, alors ce n'est pas un CDD que vous devez conclure, c'est un CDI. Par analogie ici avec la fonction publique, on peut penser aux instituteurs, enfin aux professeurs des écoles qui sont remplaçants. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi quand je travaillais à la Poste, on avait des brigadiers. Les brigadiers remplaçaient bureau par bureau. C'était des professionnels, des permanents du remplacement pour faire face à un besoin structurel. La Cour de cassation, elle a un peu assoupli cette jurisprudence puisqu'elle a considéré ici que la requalification du CDD en CDI ne peut être prononcée au cas de CDD successifs de remplacement qu'en considération 1. De la nature des emplois successifs occupés par le salarié, 2. De la structure des effectifs de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la signification de ces 2 paramètres, nature des emplois successifs, structure des effectifs de l'entreprise ? Alors s'agissant du premier paramètre, la nature des emplois successifs, ici c'est l'idée que si les qualifications sont très différentes à chaque fois, on peut considérer ici que dans cette hypothèse, le salarié n'occupe pas forcément un emploi permanent. Vous êtes chargé de la vente, le SAV, le secrétariat, le financement, ce n'est pas le même emploi, donc ce n'est pas un emploi permanent. Très bien, mais en pratique, on imagine qu'il faut quand même des qualifications spécifiques pour occuper chacun de ces emplois, et ce n'est pas évidemment en 2 jours, à chaque fois qu'on va renouveler le CDD, qu'on va pouvoir caractériser, enfin opérer cette mise à niveau. Deuxième référence, qui est plus embêtante ici, la référence à la structure des effectifs. Qu'est-ce que c'est que la structure des effectifs au moment d'apprécier si un CDD multi-remplacement ou un CDD de remplacement successif correspond ou pas au fonctionnement normal de l'entreprise ? Ici, la Cour de cassation a considéré, je la cite, qu'il est inévitable
que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires dans l'hypothèse d'un nombre de salariés important. Ça veut donc dire qu'ici, que mécaniquement, la Cour de cassation va considérer que plus l'entreprise a des effectifs importants, plus elle a un besoin de remplacement, et donc plus il sera autorisé de recourir au CDD de remplacement. Ce qui paraît finalement étrange. On pourrait tout à fait prendre le contre-pied ici de l'analyse de la Chambre sociale et de considérer qu'au contraire, quand on a beaucoup de salariés, on a beaucoup plus de chances que ces salariés soient absents et donc on a beaucoup plus besoin de recourir au remplacement à une fréquence telle que finalement ce remplacement il devient une réponse à une nécessité structurelle. Mais ce n'est pas l'interprétation qui a été reconnue par la Cour de cassation. Il y a une autre raison ici qui conduit à observer un aménagement des conditions de recours au CDD. Je serai très rapide pour ne pas empiéter sur mon temps de parole. Il concerne le délai de carence. Je ne reviens pas sur la définition de ce qu'est le délai de carence. On attend un peu au terme du dernier CDD pour réembaucher quelqu'un sous le régime du CDD ou du contrat de mission. L'accord collectif peut désormais aménager les modalités de calcul du délai de carence. Cette idée d'aménagement des modalités de calcul, elle a été interprétée très largement par certains accords de branche, notamment dans le secteur de la métallurgie, qui, lui, a décidé d'écarter le délai de carence lorsqu'il y a 2 contrats de CDD successifs conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Et dans la convention collective applicable aux agents de Pôle emploi, qui sont soumis au droit privé, ici, on a carrément décidé d'écarter le délai de carence, quoi qu'il arrive, lorsqu'on avait recours au CDD. Heureusement, le Conseil d'État veille, au moins sur ce point-là, et il a bien observé que fixer les modalités, ça ne veut pas dire supprimer. Et le Conseil d'État a donc ici considéré qu'il y avait une illégalité au moment d'étendre ces conventions collectives, une illégalité qui consistait à supprimer le délai de carence, là où la loi donne simplement la possibilité d'aménager les modalités de calcul. Donc le Conseil d'État veille, mais le ver est quand même encore toujours dans le fruit. Parallèlement à cet assouplissement des conditions de recours au CDD, les nouveaux contrats précaires vont se manifester ici, vont s'illustrer de façon plus inédite par un brouillage des contours du CDI. Et c'est vrai que la précarité associée au CDI, c'est quelque chose de plus récent. On a l'image du CDI comme l'instrument d'une relation professionnelle, stable, pérenne, qui va nous amener à faire une carrière longue dans une entreprise. Et pourtant, cette catégorie du CDI, ça fait longtemps qu'elle est l'objet de réformes qui tendent à précariser le recours à cette forme de contrat que l'on pensait stable et typique. Un exemple ici avec l'instauration du CDI intérimaire qui avait été créé à titre expérimental par la loi Rebsamen de 2015, qui avait été aussi expérimenté de manière spontanée par certaines branches d'activité, notamment la branche du travail temporaire, avant le Conseil constitutionnel dise « Non, là, vous êtes gentils, les amis, mais la négociation collective pour créer une nouvelle catégorie de contrat, ça ne va pas aller. Ça relève des principes fondamentaux du droit du travail, article 34 de la Constitution, ce n'est pas pour vous. » Mais il n'empêche que finalement, l'illégalité commise par les partenaires sociaux a été sauvée rétrospectivement par le législateur qui a consacré le recours au CDI intérimaire. Un peu comme, rappelez-vous, les ouvertures dominicales au mépris de la loi, qui ensuite avaient été validées rétroactivement lorsque la loi nous permettait et nous permet d'ouvrir dans des lieux où il est habituellement d'usage d'ouvrir le dimanche. Sauf que ici, l'usage, qu'il soit licite ou pas, on s'en fiche. Donc, cette forme de précarité associée au CDI, elle n'est pas nouvelle, mais elle se manifeste dans des proportions assez intéressantes à l'égard d'un contrat en particulier, dont j'ai décidé de vous parler plus précisément, qui est le CDI de chantier, parce que je fais face à une grue et que nous sommes ici dans les locaux du BTP de l'Isère. Alors je me suis dit, quel meilleur lieu pour parler du CDI de chantier que la fédération du BTP de l'Isère. Donc j'y vais. Ce CDI de chantier... 3 minutes. Oh alors, très bien, 3 minutes. Alors, je vais être très rapide. Le CDI de chantier, il a ceci de particulier qu'il n'est pas comptabilisé dans les statistiques comme un contrat précaire. D'ailleurs, il y a très très peu de statistiques sur le recours au CDI de chantier. C'est pourtant un contrat qui engendre une précarité au carré, en ce qui me concerne, enfin, de mon point de vue, parce que c'est finalement un CDD assorti d'un terme imprécis qui ne dit pas son nom. C'est un CDI, oui, mais il a un terme. Et comme c'est un CDI, vous ne pouvez pas vous prévaloir des garanties qui prévalent en matière de CDD. Et comme il a un terme, la survenance de ce terme va vous empêcher de contester le bien fondé de la rupture, puisque la rupture sera associée à la fin du chantier. Fin du chantier, fin de la relation de travail, pas de contrôle juridictionnel. Si j'essaye de détailler un peu plus la précarité du CDI de chantier, donc en 3 minutes, ça reste quand même très compliqué, je pourrais
je pourrais ici prendre... Allez, je vais me concentrer sur la rupture du CDI de chantier. J'avais aussi envisagé d'évoquer la précarité au stade de la conclusion du CDI de chantier, puisqu'il faut un support conventionnel, et s'il n'y a pas, il faut un usage. Le problème, c'est que la loi est assez touffue concernant ce qui doit figurer dans un accord collectif. Par contre, s'agissant des CDI de chantier conclus en application d'un usage, il peut même s'agir d'un usage contra legem. Dès lors que c'est un usage, on semble s'en satisfaire. Ce qui est ici une manière de légitimer rétroactivement par la loi des pratiques illicites contraires à la loi. Alors la précarité dans le CDI de chantier, et plus précisément au stade de la rupture du CDI de chantier, elle peut se manifester à plusieurs égards. Et par exemple, première illustration, dans la rupture à terme. Bon, le CDI de chantier arrive à terme. Très bien. Ce n'est pas ici un CDI normal. Donc il n'y a pas de rupture, il y a simplement une survenance du terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas, à proprement parler, de licenciement. Ça veut dire aussi que le législateur a considéré que la rupture du CDI de chantier reposait sur une cause réelle et sérieuse. Préqualification, la justification de la rupture. Avocate, avocat, allez devant le conseil de prud'homme, demandez à contrôler ici la cause réelle et sérieuse. Non, il n'y a pas. La loi préqualifie ici la légitimité de la rupture. De la même manière que le licenciement qui est prononcé lorsque le salarié refuse la modification induite par la mise en œuvre d'un accord de performance collective. Ah, vous pouvez contester le CDI de chantier en disant le support conventionnel ne remplit pas les conditions. Très bien, mais ça c'est une contestation par voie d'exception. Contester l'existence d'une cause réelle et sérieuse, tout ce que vous pouvez faire, c'est constater finalement que le chantier n'est pas terminé. Et là, il y a une source d'insécurité juridique, aussi bien pour les employeurs que les salariés, c'est que la Cour de cassation opère une certaine confusion entre la fin juridique du chantier et la fin matérielle du chantier. Je prends un exemple d'un arrêt qui était avant la réforme du cadre des CDI de chantier, mais qui est quand même important. Il s'agissait d'un employeur qui avait recruté des salariés sous le régime du CDI de chantier pour opérer des travaux dans un immeuble. Cet employeur était un sous-traitant d'une entreprise donneuse d'ordre. L'entreprise donneuse d'ordre a mis un terme de manière anticipée au contrat d'entreprise qui l'unissait avec son sous-traitant, ce qui fait que le sous-traitant s'est retrouvé avec des salariés à qui il n'avait plus aucun travail à donner. Eh bien, la Cour de cassation a considéré que la fin du chantier, ce n'était pas la fin du contrat de sous-traitance, mais la fin matérielle du chantier. Donc, vous voyez ici que finalement, la précarité, elle concerne bien sûr le salarié, mais elle peut, dans certains cas, concerner aussi les employeurs. Et comme je n'avais que 3 minutes, je m'arrête là et je vous remercie.